Bonjour à toutes et à tous. Et merci au Cercle Aristote de nous recevoir ce soir. Nous sommes très heureux d'être ici pour vous présenter notre ouvrage. Donc pour vous rassurer tout de suite, il n'est pas censé être polémique. Pas de point de vue sur le conflit israélo-palestinien, absolument pas. Nous n'avons pas non plus la prétention de vous présenter une théorie nouvelle sur la stratégie de puissance d'Israël qui serait celle à adopter aujourd'hui. Au contraire, nous sommes là pour potentiellement créer un nouveau débat, amener de nouvelles idées, un nouveau système de pensée sur la stratégie de puissance et de développement de l'État d'Israël. Donc comment en sommes-nous arrivés là et non pas à partager des photos de chats? Bien évidemment, la question se pose et nous la posons encore aujourd'hui. Je pense que le responsable est M. Arbulot, donc le directeur de l'école de guerre économique où nous nous sommes rencontrés, Patrick, Eric et moi-même, qui nous a demandé de travailler sur la stratégie de puissance de l'État d'Israël. Donc du coup, passionné par le sujet, parce que Israël est un État particulier par sa taille, et effectivement, État très petit, également très peu peuplé, puisqu'il a la même population que la Bretagne, on est sur environ 7 millions et quelques d'habitants. Donc État très petit, État qui s'est construit au rythme de conflits récurrents, mais qui a réussi à devenir un État démocratique qui a su développer une puissance économique à travers un système totalement nouveau à l'époque, qui était le système de la Startup Nation. Qu'est-ce que la Startup Nation? C'est un État qui développe des petites entreprises, donc ces petites startups, qui créent énormément de valeur ajoutée à l'économie du pays et qui permettent ainsi de développer tout ce qui est recherche-développement et l'innovation. Quand je vous dis, et nous vous disons que le concept de Startup Nation pour nous était bien à l'époque, effectivement, au regard des recherches que nous avons faites, le concept de Startup Nation était réel et complètement novateur dans les années 90-2000. Aujourd'hui, pour nous, c'est un concept qui est daté et la puissance d'Israël ne réside plus dans ce concept de Startup Nation, mais bien dans la capacité qu'a eu l'État d'Israël à faire de ce modèle une vraie puissance économique en devenant une espèce d'État plateforme qui, à travers le développement particulier de technologies précises et par la création de start-up spécifiques dans tout le domaine des nouvelles technologies, on peut parler de la cybersécurité, de la cyberdéfense, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, tout ce qui est objets connectés, donc vraiment développer des niches, a réussi à noyauter au niveau international tous les secteurs clés de l'innovation, en développant des pointes de technologie. Et donc c'est en ça que pour nous, l'aspect de Startup Nation est un aspect passé. On est bien au-delà de ça, on est sur une plateforme, une réelle, et c'est en ça où nous arrivons sur l'idée de GAFAM, c'est-à-dire qu'on a un État pratiquement supranational qui, à travers la technologie et ses startups, va réussir à noyauter les secteurs clés de l'économie et de l'innovation. On en reviendra avec mes collègues au fur et à mesure de notre exposé. Il y a également une autre thèse qui s'oppose aujourd'hui, donc on a la thèse de la Startup Nation avec laquelle nous ne sommes pas trop en accord, et on a la thèse qui s'appelle la thèse de la Scale-up Nation, qui est de dire qu'effectivement Israël n'est plus une Startup Nation, et donc la stratégie de puissance d'Israël doit résider dans sa capacité à créer des géants au niveau local. Des géants, ça serait d'être capable de créer ses propres entreprises du CAC 40 pour essayer d'avoir un exemple un peu concret. Sauf qu'aujourd'hui, selon nous, la faiblesse du marché intérieur, la petitesse du territoire et l'environnement géopolitique pas tellement favorable, fait que miser sur un principe de scale-up et donc de création d'un géant économique local est pour nous un vœu pieux. Voilà, et la stratégie de puissance d'Israël ne doit pas résider et être déterminée par cette volonté. S'ils y arrivent, tant mieux, mais ça ne doit pas être une volonté pour eux. Et aujourd'hui, au regard des études que nous avons menées, il ressort que l'État d'Israël n'a pas cette volonté de créer un géant local, puisqu'au contraire, ils vendent énormément leurs startups. Et sans dévoiler la suite, ils ne vendent pas tout dans les startups, ils ne vendent qu'une partie.
des startups et créer ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des startups qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Donc voilà, partant de cette position où selon nous Israël n'est ni une startup nation, enfin n'est plus une startup nation, doit aller au-delà et ne sera pas une scale-up nation, nous avons considéré au regard des études que nous avons menées qu'effectivement l'État d'Israël se comportait tel un GAFAM par le biais de ce noyautage des secteurs clés, de l'innovation et par le biais de ce comportement en plateforme et surtout supranational. Voilà, puisqu'on est face à un État pratiquement transfrontière qui va agir grâce notamment à ses diasporas. Donc pour finir d'introduire le sujet, ce qu'on va vous montrer, c'est d'abord la puissance des startups israéliennes, en quoi les startups israéliennes sont-elles différentes des startups françaises, des startups américaines ou autres. Les facteurs clés également de succès, qu'est-ce qui a permis ce succès israélien ? Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas un succès purement économique, on est sur un État millénaire, et donc ce succès passe par tout ce qui est capital humain, le rôle de l'État. Patrick reviendra sur ce sujet-là, puisque Israël est un État militaro-centré, donc il faut avoir ça à l'esprit. Hein. L'armée est extrêmement présente en Israël, et c'est ce qui lui permet aussi d'être autant novateur. Et d'ailleurs, en parlant d'innovation, Eric vous parlera de l'innovation, de la recherche et du développement notamment. Donc sur la puissance des startups israéliennes. Donc Israël a fait le pari dès les années 90 de s'atteler et de centrer son innovation sur des secteurs clés tels que la cybersécurité, la cyberdéfense et aujourd'hui tout ce qui est intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que, et sans rentrer dans des considérations géopolitiques, on est face à un État qui est quand même entouré d'autres États qui ne considèrent pas forcément comme des États alliés. Et également par le fait que son existence physique est en permanence menacée. Donc du coup, il a fallu développer l'aspect militaire et développer des technologies en avance sur les États frontaliers afin de pouvoir être sûr de gagner les guerres en cas d'attaque. Donc ce qui fait qu'ils ont développé énormément les nouvelles technologies au travers de l'armée. Donc aujourd'hui en Israël, si vous voulez, le secteur des nouvelles technologies représente environ 11% du point de PIB. C'est absolument énorme. Et 9% des emplois israéliens sont dans le secteur des N-Tech. En plus de ça, les startups israéliennes au niveau mondial représentent le deuxième plus gros pôle d'investissement mondial dans les startups. C'est l'investissement étranger se fait dans les startups israéliennes. Également, c'est le troisième pays au monde où on a le plus d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est extrêmement valorisé en Israël. Patrick reviendra là-dessus. Et Israël est aussi un État très croissant, puisqu'on est sur 2 à 7% de croissance par an depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on est vraiment sur un État prospère. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Eric, au niveau de la recherche et développement. Juste pour revenir sur quelques éléments d'introduction, on est tous issus d'un, je dirais, parcours différent, tous issus d'un milieu différent, oui. Mais tous intéressés déjà par creuser le sujet qui, comment dirais-je, a suscité déjà un intérêt dès lors qu'on a pu le lire, creuser le sujet pour comprendre, pour voir ce qui se passe vraiment, essayer de voir ce qui se passe vraiment au travers d'interviews, au travers d'échanges qu'on a pu avoir avec une dizaine de personnes et au travers de vidéos et d'articles qu'on a pu visionner. Et puis arriver à, je dirais, proposer une grille de lecture un peu différente de ce qui existe aujourd'hui, de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, comme l'a dit au propos introductif l'organisateur du jour, arriver à faire émerger des questionnements, des réflexions, pour peut-être que personnes qui prendront un peu de temps pour parcourir le livre, on n'en dévoilera pas tout, je dirais, les arguments, tous les items, mais pour que les personnes qui puissent prendre un peu de temps puissent peut-être s'en servir pour réfléchir, pousser des réflexions, je dirais, dans les différents milieux, cercles
voire États, dans lesquels ils interviennent. Donc ça, c'est important de l'avoir aussi je dirais en considération, en mémoire, parce qu'on n'est pas là pour donner une leçon, on n'est pas là pour donner, je dirais, des arguments particuliers, une orientation particulière. On pose des bases, on donne une grille de lecture. S'agissant de l'innovation, s'agissant de la R&D, ce qui est important de considérer aujourd'hui, c'est tout d'abord de revenir un peu en arrière par rapport à l'histoire d'Israël, par rapport à pourquoi il y a eu cet investissement fort, à quelle date, pour quelles raisons, et qu'est-ce qu'il en est sorti, je dirais, de manière intéressante, à l'analyse pour voir comment le dupliquer, mais aussi pour voir comment ils s'y sont pris. Donc plein d'éléments seront, je dirais, explicités par mes camarades. Voilà, donc Israël, vous le savez, est un État assez jeune, et un État qui est isolé au niveau géographique, au niveau politique et au niveau, je dirais, religieux. Isolé autour de ses frontières par des pays qui ont une histoire un peu différente de la sienne et parce que a créé, au travers de l'histoire, je dirais des envies particulières. Vous le savez tous certainement, 1960, début des années 60, blocus français d'Israël, par des raisons politiques extérieures, ce blocus a généré bon nombre de réflexions en termes de développement économique, en termes d'autonomie et en termes, je dirais, de bien-être de la population et de rayonnement. C'est de là d'où est née la première réflexion en termes de R&D, de politique R&D et de avec qui je pourrais travailler pour développer mon activité afin que je devienne un incontournable au niveau local et au niveau international. Donc de là est née la première organisation, je dirais, structurée en Israël, qui était là, qui avait pour objectif d'encadrer le développement technologique, le développement R&D et comment dirais-je, l'environnement innovation, c'est la création de l'OCS, l'Office of the Chief Scientist, courant fin des années 60, pour définir une politique de développement économique basée sur les nouvelles technologies et pour définir, je dirais, des axes permettant au financement de ces réflexions qui auraient pour vocation à la fois à asseoir son armée, donc sa force militaire, mais aussi asseoir son développement économique et donc son autonomie au niveau local. Donc création de l'OCS, ça c'est la première chose, je dirais grâce ou à cause du blocus français début des années 60. Alliance, premier traité d'alliance, je dirais en termes de R&D avec les États-Unis, qui a donné lieu à l'implantation notamment d'IBM dans les années 60. Premier centre de recherche et technologie, je dirais, déployé sur le territoire israélien. Donc ça part de là. Et puis ensuite, accélération de cette politique qui a été considérée comme intéressante, innovante et nécessaire à l'essor, je dirais, d'Israël. Accélération dans les années 80, avec le développement de politique R&D, le développement de soutien à la politique R&D au travers de fonds, de VC Funds et de programmes tels le programme YOSMA. YOSMA était le programme israélien qui a permis le financement des startups pour le développement, je dirais, pour leur développement in fine. Donc ça, c'est vraiment une leçon particulière et c'était un fonds étatique. On reviendra sur le financement dans les interventions de mes collègues, mais fonds étatique. Donc tout ça pour conduire, en termes de R&D, à des éléments qui sont quand même assez exceptionnels malgré les différentes crises, malgré les différents, je dirais, schismes économiques. Israël aujourd'hui investit plus de 4% de son PIB dans la R&D. Ça fait partie d'un des pays qui investit le plus au niveau international, donc ça c'est quand même remarquable. Plus de 300 multinationales ont déployé, ont intégré
leur R&D sur le territoire d'Israël. Donc j'aurais tendance à citer Intel, Facebook, Google, IBM, Apple, Samsung, Hewlett-Packard, etc., etc., etc. Plus de 300, c'est quand même significatif. C'est un des premiers contributeurs en termes de nombre de brevets déposés au monde. Voilà, donc quand même une politique ancienne. Après 60 ans à peu près de vie, un des premiers contributeurs au développement de brevets au monde. Ça, c'est quand même bien. Deuxième point important, il fait partie, pour des sujets qui sont considérés aujourd'hui d'avenir, Patrick y reviendra tout à l'heure sur, je dirais, les aspects transhumanisme, Israël est le deuxième contributeur au monde en termes de dépôt de brevets sur tout ce qui a trait au médical. Voilà, donc une politique diversifiée basée sur les nouvelles technologies, mais qui touche de nombreux secteurs des nouvelles technologies et de l'économie. Voilà, donc des éléments quand même de réussite à souligner et qui sont importants. Alors ensuite, des résultats économiques, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, pour créer une attractivité, il faut savoir innover, il faut savoir s'organiser pour innover, et il faut savoir investir pour innover. Aujourd'hui, Israël fait partie et est considéré comme un des pays les plus innovants au monde, de par sa capacité à remettre en cause en permanence les recherches et travaux qu'il peut mener. Alors, pour exemple, quelques innovations qui sont quand même intéressantes à souligner. Les premiers chats Internet, la clé USB, voilà, Waze, que tout le monde utilise ou a utilisé, tout ce qui est SodaStream, enfin il y a plein d'éléments qui, je dirais, occupent notre quotidien, animent notre quotidien, qui sont issus, je dirais, d'une organisation particulière que Patrick va vous détailler, essayer de vous détailler pour en expliciter et en expliquer les raisons profondes. Voilà, merci Eric. Comme tu l'as souligné, quand nous nous sommes rencontrés à l'école de guerre économique et qu'il nous a été demandé d'approfondir le sujet d'Israël sur ce qui était accumulation de puissance, mon parcours n'est pas un parcours qui soit celui d'un économiste, mais je suis plutôt philosophe et pédagogue. Voilà. Donc ça, c'est un point de vue qu'il faudra tenir pour comprendre l'approche que j'aurai sur le sujet aussi. Et l'un des premiers points qui m'a marqué par rapport à ce pays-là, c'est quelqu'un a parlé de taille. Voilà. Souvent, lorsqu'on parle d'accumulation de puissance, on a des modèles. Les États-Unis, la Chine, et justement, ces modèles-là peuvent faire penser que si on n'a pas cette taille critique, on ne puisse pas passer à une autre étape. Et justement, à l'école de guerre, il y a quelque chose qui m'a permis de comprendre ce qui fait qu'Israël soit passé à notre niveau. C'est ce qu'on appelle la logique du faible au fort. Voilà. Comment est-ce que, avec des limites structurelles fortes, on peut utiliser ces limites-là pour en faire des contrepoints et devenir donc finalement celui qui verrouille ces éléments qui, a priori, pouvaient être contre l'évolution de la structure ou du pays en question. Donc, c'est déjà la prise en compte pour ce petit pays-là de ce que j'appelle son capital humain. Il faut parler des diasporas israéliennes. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs dans le monde. Et l'une des principales est basée aux États-Unis, nous le savons. Et ces diasporas-là sont en quelque sorte un point d'appui pour faire affluer aussi les capitaux. Des capitaux qui permettent de développer cet écosystème-là qui, soit dit en passant, n'a pas toujours toute la masse en termes d'actifs qu'il faut pour pouvoir créer toute cette valeur en termes de technologie. Et à côté de ces diasporas-là, on peut aussi souligner ce qu'Eric a commencé à souligner, la prise de conscience que les différentes crises économiques
et aussi l'isolation de ce petit pays l'obligeait à mettre sur pied une stratégie de puissance qu'il construisait de l'intérieur. D'où la mise sur pied d'une articulation forte en son sein entre l'armée qui est un pilier très fort et où tous les jeunes Israéliens doivent y passer, filles comme garçons. Et ils y passent dès leur plus jeune âge et c'est un élément qui structure profondément la façon de pouvoir se mettre face à des situations complexes. Ce ne sont pas des situations simulées, ce sont des situations de vie ou de mort. Il faut bien avoir ça en tête. Et en entrant dans cette armée-là, l'armée est impliquée dans le processus d'éducation du jeune Israélien. Tous doivent y passer pour acquérir les réflexes qui permettent de réagir de façon efficace à des situations complexes, à des situations hautement volatiles. Et en réagissant comme ça, on apprend une manière de gérer, et une manière de conduire les choses. Vous verrez que dans notre pays, nous avons une logique très hiérarchique. Et donc, dans l'armée, on n'a pas besoin de référer à celui qui est le supérieur hiérarchique. On est face à une situation complexe. On agit en conséquence avec la capacité d'analyse qu'on a. Quand je dis ça, essayons d'imaginer cela dans une entreprise française. C'est juste pas possible. Vous vous faites mettre à la porte parce que vous n'avez pas suivi les process. On est donc là dans une logique où on a un management qui est sous forme de plateforme aussi. C'est pas la hiérarchie telle qu'on l'entend, mais c'est une hiérarchie aussi de la connaissance. Il ne faut pas oublier que l'or brut d'Israël, c'est la capitalisation de l'intelligence. Donc, autant que possible, celui qui peut montrer qu'il a cette capacité de répondre à une situation, c'est lui qui est écouté. À côté de cela, il faut aussi souligner que cet État, à partir de 84, dans la logique, dans la suite des années 60, a mis en place une loi sur la recherche et l'innovation. Et cette loi qu'il a mis en place là était censée justement booster cette innovation-là et avec sous la férule de celui que Eric a appelé le chef scientiste, une sorte de ministre de l'Industrie, eh bien, il y a eu une articulation entre, d'une part, l'armée, d'autre part, les universités, mais aussi le secteur privé. L'armée, les universités, le secteur privé, dans lesquels devait se déployer toute la recherche qui se faisait au niveau des universités. Et à côté de cela, le rôle aussi de ce ministre de l'Industrie-là, c'était de rechercher des financements à l'extérieur pour justement booster toute cette recherche qui se faisait en premier lieu dans l'incubateur qui était l'armée et d'autres satellites qui étaient mis autour à côté des universités pour justement encourager et valoriser aussi ce que les chercheurs pouvaient faire. Le but final, c'était de faire des chercheurs aussi des personnes qui savent commercialiser leurs innovations. Pas seulement des chercheurs purs, mais des chercheurs qui savent mettre en application ce qu'ils ont trouvé. Et le pari a été réussi. On est arrivé à structurer une sorte de trinôme très fort. Armée, université et puis secteur privé, sans compter les financements qui rentraient dedans et qui créaient donc une circulation vertueuse de tous ces éléments-là. Deuxième chose que j'ai soulignée, il y a une troisième, c'est que ce peuple-là n'a pas peur d'échouer. Le nombre de startups qui a été créé depuis le début, il y en a un bon nombre qui n'est pas allé au bout. On cite bien sûr les licornes qui ont réussi. Mais à côté de cela, on va dire que sur 100%, il y avait à peu près au moins la moitié qui n'arrivait pas au but. Mais ce n'est pas pour autant que cela était pour eux un problème. L'échec est conçu comme le moyen d'aller plus loin. Ce n'est pas
quelque chose qui arrête cette volonté de se dépasser. Donc, c'est aussi quelque chose de très fort qui permet de comprendre pourquoi est-ce que en Israël, chaque fois qu'on échoue, on recommence toujours autant. Les universités qui sont bien connues, je citerai le Technion, quelques-uns d'entre vous font peut-être des visites en Israël, mais ces universités-là sont connues aussi pour la qualité de leur enseignement et la qualité aussi de la recherche qui s'y fait. Et c'est dans divers domaines, que ce soit ce qui concerne les sciences du langage à Jérusalem, hein, et puis elles sont reparties sur un ensemble d'universités où chaque université a une spécificité sur certains segments forts qui sont des segments d'avenir. Et on parlait par exemple des technologies. Il y a un acronyme qu'il faut retenir, NBIC, Nano, Bio, Sciences cognitives et l'informatique. Ces 4 vecteurs-là sont les vecteurs de l'avenir. Donc, Israël arrive au niveau de ces universités et du monde de la recherche à investir de façon très très forte ces éléments-là, ces segments-là, de telle façon que un autre vecteur qui est aussi l'armée et une unité spécifique qu'on pourrait comparer ici à l'ANSI ou bien à, on va dire l'ANSI, l'unité 8200, il ne faut pas l'oublier, c'est une unité dans laquelle on travaille très très fort cet acronyme que je viens de donner là, et donc c'est une sorte de laboratoire qui permet de donner déjà une valeur très forte à tout ce qui est cyberguerre, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est biotechnologie, donc qui en quelque sorte attire finalement des entreprises qui ont besoin de développer leur compétitivité sur ces segments-là. Je vais d'abord arrêter là pour ce qui concerne les facteurs qui permettent à Israël de pouvoir être positionné de façon très forte sur les secteurs de l'innovation. Alors, là on a un peu résumé quelques éléments qu'on a essayé de mettre en valeur à l'intérieur de l'ouvrage en termes de force de la stratégie, et on parle de stratégie parce qu'il y en a vraiment une, il nous semble, de la force de la stratégie déployée par Israël depuis une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Néanmoins, il y a des faiblesses. Pour certaines, elles sont structurelles. Le positionnement géographique, la taille du pays, le nombre d'habitants. Aujourd'hui, c'est un pays qui compte moins de 9 millions d'habitants. Donc, marché intérieur assez limité. Et donc, capacité à développer, comme l'a évoqué Héloïse, des champions internationaux compliqués. Difficulté, de par ses frontières et sa situation géographique, de, nouer des accords économiques qui devraient ou qui seraient de nature à permettre une extension possible de son modèle start-up à un modèle, de géants mondiaux. Donc ça, c'est quand même des éléments importants à souligner. Ce qui est important aussi, par ailleurs, de mettre en évidence, c'est qu'il a été constaté quand même une fuite importante des cerveaux depuis les années 90. Donc qui dit fuite des cerveaux dit peut-être talon d'Achille de la stratégie déployée. Est-ce que le renouvellement de cerveaux qui est réalisé au travers de la politique éducative, qui part du plus jeune âge vers l'université, en passant par l'armée, est-ce que ce renouvellement-là permet ou serait de nature à permettre de, réduire ou amoindrir cette fuite de cerveau à l'étranger? Ça, c'est important en termes de faiblesse à considérer. Ce qui est aussi important, c'est que plus de 40% des entreprises
qui ont développé une activité en Israël l'ont développée dans le monde des services. Voilà, donc une volatilité certaine, je dirais, de la création de valeur qui est proposée au sein du territoire israélien. Donc ça aussi c'est important. Il nous a, je dirais, été important de les mettre en évidence. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de certaines faiblesses. Alors comme l'a dit Patrick tout à l'heure, Israël a pour vocation et a pour force de se renouveler en permanence. Donc on reviendra tout à l'heure sur comment de ces faiblesses Israël les a intégrées comme force dans sa stratégie de puissance. Et Héloïse, je dirais, grossira le trait après mon intervention. Deuxième importante, je dirais, notion à considérer dans les faiblesses, c'est sa forte dépendance à l'étranger. Alors, dépendance en termes de financement, le plus gros contributeur, je dirais, en apport financier est les États-Unis. Et depuis de nombreuses années, depuis, je dirais, le début des années 60, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ce qui est important aussi de considérer, c'est dans la construction du modèle d'innovation R&D et de la Startup Nation, Israël a bénéficié de l'immigration forte de cerveaux russes début des années 90. Je ne rappelle pas l'histoire, mais il s'est passé quand même certaines choses en ex-URSS début des années 90, et donc fuite de cerveaux vers Israël. Donc, quels sont les liens entre ces cerveaux et les pays dont ils sont issus? C'est juste une question. Cette dépendance-là nous paraît être quand même une faiblesse pour le développement et la construction de ce modèle. Ce qui est aussi important à considérer, c'est que Israël, dans son modèle, ne représente qu'un quart des exportations mondiales pour ses produits et sa production de valeur. Donc c'est quand même quelque chose d'assez faible. Et puis, je dirais en termes de géopolitique, une alliance avec l'OTAN qui pourrait aussi être de nature à, dans le cadre d'échanges, de discussions politico-économiques, générer des difficultés de développement. Je pense que j'en ai fini et je crois qu'on a quelques sujets complémentaires à évoquer en termes de faiblesse mais aussi en termes de force qui sont là pour asseoir cette stratégie de puissance parce qu'on est encore une fois sur, je dirais, le développement et l'explication d'une stratégie de puissance au bénéfice d'un territoire qui a été créé, je dirais, récemment, et non pas pour expliquer comment faire, notamment en France, pour améliorer le développement économique, le développement des startups et le développement des entreprises. Merci Eric. Juste avant de vous faire un petit point sur le financement des startups, je vais juste revenir sur la partie innovation d'Eric pour ajouter juste une petite touche d'actualité puisque, et pour bien sûr aller dans le sens d'Eric et dire qu'effectivement l'innovation israélienne est toujours une innovation utile. Une des grosses problématiques en Israël est l'apport en eau et surtout en eau potable. Et une start-up, c'est tombé aujourd'hui, là, je suis tombée sur un article aujourd'hui là-dessus, Utilis, la start-up s'appelle Utilis, a développé une nouvelle technologie, donc unique en son genre, qui permet via des satellites de pouvoir contrôler l'ensemble des réseaux hydrauliques d'un pays pour détecter en amont les fuites d'eau. Ils ont utilisé une technologie qui est normalement utilisée dans tout ce qui est conquête de l'espace pour découvrir s'il y avait de l'eau sur Mars ou sur Vénus. Et donc ils ont transformé cette technologie pour qu'elle puisse être utilisée à l'échelle humaine dans la détection d'eau. Donc la Banque mondiale fait part de ce que aujourd'hui dans le monde on aurait plus de 32 milliards de mètres cubes d'eau qui seraient perdus à cause de ces fuites de réseaux hydrauliques et que cette technologie pourrait permettre de donner de l'eau à 90 millions d'habitants en plus sur la planète. Voilà, juste pour faire un petit point sur l'innovation et dire que du coup, voilà, c'est vraiment de montrer qu'Israël va avoir une innovation vraiment utile et spécifique dans les secteurs qui sont clés pour elle et l'eau, Dieu seul sait que ça l'est. Donc sur le financement des startups. Donc effectivement, comme le disait Eric, les faiblesses du modèle israélien
peuvent être aussi considérées comme des forces. Cela dépend de quel côté du Rubicon on se place. Si on est sur le côté Startup Nation, effectivement, tout ce qui est financement externalisé peut être considéré comme une force. Si on est du côté Scale-up Nation, c'est-à-dire je dois créer ma grosse entreprise locale et internationale, effectivement, la fuite des cerveaux et tout ce qu'Eric vient de vous évoquer à l'instant est une faiblesse. Nous nous positionnons sur un secteur tiers, qui est de dire qu'on est plus sur du fonctionnement tel qu'un fonctionnement de GAFAM via un État plateforme. Bien évidemment, on ne fait pas de comparaison par rapport à l'aspect entrepreneurial. Voilà, nous, c'est vraiment sur l'organisation plateforme, supranationale, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on a le financement. Il faut savoir qu'en Israël, une grosse partie du financement des startups est réalisée par les États-Unis. Les États-Unis est le plus gros financeur et financier de l'État d'Israël et notamment de l'armée israélienne et de la technologie israélienne. Mais on a également des financements étrangers. Donc le total des financements étrangers d'Israël, ça représente environ 152 milliards de dollars par an. Donc tout ça, ça vient de l'extérieur. L'État finance très peu, parce que l'État n'a pas forcément les moyens de financer. Par contre, il va financer rapidement la création de start-up à hauteur de, on va dire, si on fait la conversion en euros, on serait sur environ 50 000 euros. Je désire créer une start-up, j'ai besoin d'un financement a priori pour créer ma start-up. En Israël, c'est très simple. On remplit un petit dossier, en quelques jours, on a 50 000 euros, c'est très simple, alors qu'en France, c'est très compliqué d'avoir des subventions et des aides pour créer une entreprise. En Israël, ça va très très vite. Cependant, une fois que l'État a fourni les 50 000 euros, si la start-up a besoin de se développer, a besoin de plus de financement pour développer son innovation, et Dieu sait que la R&D, surtout dans ces domaines très technologiques et très pointus, coûte extrêmement cher, l'appel de financement se fait nécessairement à l'étranger, par le biais des venture capital notamment, et donc des États-Unis qui injectent des milliards de dollars par an pour le développement de ces start-up. Et pour le venture capital, ça représente pratiquement 5 milliards de dollars par an de financement de start-up via des venture capital, donc des fonds privés. Donc on pourrait considérer que c'est une faiblesse puisque l'État d'Israël n'est pas capable de financer et les start-up elles-mêmes ne sont pas capables de s'autofinancer, mais finalement, dans le cadre du système israélien, ils ne le vivent pas comme une faiblesse. Ça fait partie du marché et se faire financer par l'extérieur, c'est pas plus que ça un handicap, puisque pour eux, la principale force, c'est de pouvoir garder la main mise sur la recherche et le développement. Donc ça m'amène à vous parler de ce qu'on appelle des stratégies d'exit. Ce sont ces startups qui, arrivés à un seuil maximal de développement au niveau de l'État d'Israël, sont obligés de se faire racheter pour pouvoir se développer davantage. Donc c'est là où on a cette théorie de la Scale-up Nation qui revient à dire mais pourquoi elle n'arrive pas à rester locale et à grossir au niveau local ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de financement et le marché, donc ce que vient de vous décrire Eric, ne sont pas suffisants. Donc on pourrait considérer de ce point de vue-là que le fait que ces startups existent, c'est-à-dire soient rachetées essentiellement par des Américains, est une faiblesse pour l'État d'Israël. Sauf que non, parce que l'État d'Israël a mis en place des règles très spécifiques, une loi qui encadre ces rachats, qui fait que les startups israéliennes vont être rachetées que pour la partie, on va dire, du produit en lui-même, de tout ce qui va être marketing, vente du produit, mais pas du tout sur la partie R&D et sur la partie propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle reste israélienne. Et d'ailleurs, généralement, ce qui se passe, c'est que les startups israéliennes qui vont être rachetées, mettons, par une entreprise américaine, la startup peut délocaliser aux États-Unis, puisque forcément, elle va aller au niveau de la société mère. Mais sauf que, et c'est là où on a ce développement de cette diaspora dont parlait Patrick tout à l'heure, la startup part avec les Israéliens. Elle ne part pas toute seule. Voilà, ils n'envoient pas la startup toute seule. Donc les Israéliens suivent l'entreprise, intègre la société mère, développe la technologie pour laquelle la société a payé, et une fois que le contrat est rempli, les Israéliens retournent en Israël. Ou deuxième solution, ce qui peut se passer, c'est la société mère dit « Ok, j'ai racheté votre technologie, d'accord, c'est vous qui continuez à faire tout ce qui est recherche et développement, qui gardez la main mise sur la propriété intellectuelle, donc moi, société américaine, je délocalise mon pôle recherche et développement
en Israël pour que la recherche et développement soit faite sur place avec des chercheurs israéliens. Donc finalement, et c'est là où nous permettons de parler de GAFAM, alors c'est peut-être un peu provocateur, mais c'est un petit peu le but aussi, c'est de dire que justement comme ça, cette société américaine qui pense avoir acquis une technologie, c'est finalement à nos yeux fait noyauter par Israël, qui finalement leur a vendu certes la technologie, mais technologie que cette entreprise américaine ne pourra développer que si les Israéliens continuent à travailler la R&D, à travailler la propriété intellectuelle et donc à innover. Sachant qu'en plus, dans ces secteurs-là, cybersécurité, intelligence artificielle, cyberdéfense, on est sur des domaines qui sont tellement mouvants que si on n'a pas d'innovation extrêmement rapidement, on est déjà obsolète. Donc c'est pour ça que pour nous, l'aspect exit, l'aspect internationalisation n'est pas nécessairement une faiblesse. Tout dépend comment on se place. Voilà. Donc nous, et c'est là qu'on amène un peu le débat, puisqu'on n'a pas la prétention de vous dire que nous avons raison dans notre manière de penser, bien évidemment pas. C'est juste de dire on pourrait penser autrement et arrêter d'être binaire, voilà, et de considérer qu'il y a peut-être une troisième voie et que c'est peut-être celle-ci qui est la plus intéressante pour l'État d'Israël. Donc, du coup, j'ai terminé ma partie. Je te laisse la parole, Patrick. Et donc, du coup, juste pour faire une petite transition et revenir sur l'innovation. Aujourd'hui, l'État d'Israël doit encore développer des points technologiques importants. Et il semblerait, Patrick va vous détailler cela un petit peu plus en avant, que l'avenir en termes de technologie soit basé sur tout ce qui est singularité technologique et transhumanisme. Donc Patrick va vous expliquer un petit peu plus et le peu d'informations qu'on a réussi à trouver sur le sujet parce que c'est très très secret pour l'instant. Alors merci Héloïse. Toute cette accumulation et cette course effrénée vers l'innovation ne va pas sans amener notre façon de regarder les choses vers un autre paradigme. Et ce paradigme-là n'est pas nouveau. Celui dit de la singularité technologique. C'est les années 50 où on a commencé à en parler. Et puis ça a pris forme progressivement avec des personnes comme Bernard Vinge. Voilà. Et avec aussi des gens comme Moore qui ont continué, qui ont aidé à conceptualiser cela. Mais au jour d'aujourd'hui, la question dite de la singularité technologique qu'il faut comprendre comme une accumulation de plus en plus grande de cette recherche-là qui va nous faire basculer vers une autre ère, une ère qui n'est plus telle que nous la concevons. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone, il vous est externe, mais on travaille de plus en plus à nous mettre des implants dans le corps. Ce n'est pas anodin si Israël a investi cet acronyme que je vous ai donné, NBIC. C'est pas rien parce que on veut travailler sur des logiques de l'ordre de l'atome. Que la biotechnologie est connexe à cette question de la nanotechnologie. On veut arriver finalement à réparer l'humain, Et pourquoi même ne pas arriver à vaincre la mort? Nous sommes là, et ce que je raconte là, Google y travaille. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Et il y a toute une université qui a été créée sous le nom de la Singularity University sur la côte du côté de Palo Alto, où il y a des chercheurs qui travaillent pour justement arriver à quoi? Arriver à rendre effectif cette accumulation-là qui va nous faire aller vers un autre type d'humanité. Et c'est là où je fais le lien entre singularité technologique et transhumanisme. Ce n'est pas juste là, en Occident, on est sur des débats, faut-il, ne faut-il pas, est-ce que c'est très moral de... Mais il se trouve que, à travers justement les sciences cognitives, à travers l'informatique, à travers même aussi ces GAFAM
qui ont déjà, d'une part, des centres aux États-Unis, mais aussi leur centre de développement en Israël, eh bien, ils sont un peu comme les porteurs de ce développement-là, de cette intelligence qui est mise à contribution pour que des choses comme ça, que nous utilisons au quotidien, nous deviennent de plus en plus intégrés. Et en devenant de plus en plus intégrés à nous, nos modes de vie changent nécessairement. On parle de ville intelligente, on parle d'arriver à détecter des maladies avant qu'elles n'arrivent. On parle de... Et ce n'est pas juste des rêves, c'est des choses qui sont de plus en plus effectives dans notre société. On parle d'une voiture qui se conduit toute seule. On parle d'aller sur Mars et de coloniser Mars. Cette question qui n'est pas seulement une question tout à fait pratique, c'est une question qui va nous amener à envisager l'humanité autrement que nous l'avons toujours envisagée. Et cette question philosophique-là, nous devons aujourd'hui, pas demain, de commencer à nous dire est-ce que nous sommes prêts à entrer là-dedans? Et étant donné que ceux qui investissent les premiers, le secteur, ce sont eux qui posent les normes de la nouvelle activité. Alors, est-ce que nous allons continuer à discuter en nous disant est-ce qu'il faut entrer ou il ne faut pas entrer, ou alors nous allons travailler un peu plus pour que nous puissions justement investir davantage ces logiques dites de la singularité qui ne sont pas seulement une pseudo-science, parce qu'il y a des détracteurs qui disent ils rêvent, ils n'iront jamais nulle part, il y a des limitations par rapport à la théorie, mais il se trouve quand même que il y a aussi des résultats qui sont posés. Et donc, pour finir par dire que Israël, quel est le lien d'Israël avec tout ça? C'est que Israël est en quelque sorte l'environnement qui porte la réflexion, qui permet cela à travers la R&D dont nous avons parlé. Puisqu'il y a un verrouillage de l'innovation dans ces secteurs qui vont ouvrir une autre ère et que ça se passe majoritairement en Israël. Cela nous a amené donc à nous dire est-ce que finalement Israël n'est pas en quelque sorte la matrice de cette nouvelle ère-là? Il faut aller encore beaucoup plus loin pour comprendre d'où ça vient. Il y a une notion qu'il faut intégrer qui s'appelle la notion du tikkun olam. Alors, le tikkun olam, c'est quoi? C'est cette volonté de réparation du monde. Le monde est blessé et comment faire pour arriver à le réparer? Eh bien, écoutez, on investit la technologie puisque nous ne pouvons faire qu'avec notre intelligence et nos mains. Et ce qui justifie d'ailleurs que les technologies israéliennes répondent toujours à des problèmes précis qui se posent à eux. Et donc, il faut garder ce concept-là. Cette notion du tikkun olam habite fortement toute cette recherche qui se veut d'améliorer les conditions de vie dans lesquelles l'homme se projette au quotidien. Et c'est un peu cet angle d'analyse-là qui nous a donc permis d'arriver à nous poser la question, est-ce que Israël, quelque part, n'est pas en lien direct avec ces porteurs-là, ces GAFAM-là et autres qui vont nous faire basculer dans une autre ère? Voilà. Je vais passer la parole. Oui, on va conclure rapidement. Parce que tu as commencé à évoquer quelques perspectives qu'on a essayé de rester dans la dernière partie de l'ouvrage sur lequel on a énormément travaillé. Et c'est difficile en 1 heure d'arriver à résumer un peu toutes les orientations et puis tous les constats qu'on a pu faire, parce qu'il y a beaucoup de constats quand même, et puis après quelques perspectives. Alors au travers du titre provocateur, Israël, le 6e GAFAM, qu'est-ce qu'on a voulu souligner? On a juste voulu souligner que aujourd'hui, vous le savez, on s'oriente de plus en plus vers des échanges dans un cyberespace, l'Internet augmenté. En analysant un peu tout ce qui a présidé à la construction et à l'émergence des GAFAM, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, on trouve des liens
avec la stratégie d'Israël dans cette volonté de rendre service, cette volonté d'être utile et cette volonté d'utiliser sa force pour développer une activité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Patrick en a parlé rapidement, le tikkun olam, réparer le monde, libertarianisme, pays sans frontières, volonté d'apporter quelque chose, de rendre utile, de rendre service, deuxième lien. Direct, et troisième élément important, donc comme je l'ai cité en préambule, le développement et l'essor croissant du cyberespace. Donc déjà, pourquoi on a voulu, je dirais, introduire cet ouvrage par un titre un petit peu déstabilisant, qui interroge, qui interpelle? C'est parce que des liens, quelques liens se font aisément quand on gratte un peu la littérature et qu'on essaie de s'interroger sur pourquoi. Voilà. Alors ensuite, il y a des perspectives intéressantes à regarder. Comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'investissements dans les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, médecine, biomédecine, enfin tout ce qui se trame derrière ça. Néanmoins, les programmes de recherche et les investissements ne se limitent pas qu'aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, de nombreux investissements s'orientent vers les AdTech. Voilà, donc, deuxième élément de contexte, deuxième élément à intégrer dans une grille de lecture, et pourquoi. Troisième élément, on a évoqué les différentes diasporas, la diaspora juive et la diaspora israélienne. On a volontairement séparé les deux, pourquoi? Parce que les approches peuvent être différenciées, et parce que l'histoire est aussi potentiellement différente, je dirais, quand on analyse les différents écrits que l'on peut rencontrer à la fois sur Internet et dans les différents ouvrages. Donc ça aussi, c'est à considérer dans l'analyse, considérer pour peut-être tendre vers une conclusion, une ouverture, une interpellation sur le fait que est-ce que le noyautage des nouvelles technologies, est-ce que cette capacité à se faire financer, est-ce que cette ouverture d'exit tout en gardant la main mise sur la R&D au travers de Tzahal et de l'unité 8200, est-ce que cette stratégie, qui en est une, il nous semble, n'est pas une stratégie infiltrante qui permettrait de garder la main mise dans le cadre de l'essor de, je dirais, tous ces domaines, de garder la main mise sur quelques solutions technologiques qui deviendraient, d'ici quelques années, une force de négociation silencieuse, une force de négociation économique et une force d'autonomie. Aujourd'hui, Israël a son autonomie énergétique, de par les découvertes de champs pétrolifères dans les eaux frontalières, dans ces eaux frontalières. Est-ce que tous ces éléments-là ne viseraient pas à, je dirais, l'aboutissement d'une stratégie qui est née d'un isolement? Et est-ce que cette stratégie ne viserait pas à créer ce qu'on aurait tendance à appeler une nouvelle communauté qui est la communauté augmentée, la communauté du cyberespace, et donc un État d'Israël avec un E qui fait le lien avec l'Internet. Voilà, je crois que j'ai essayé de résumer un peu rapidement ce qu'on a voulu essayer de partager. C'est une grille de lecture, on ouvre des perspectives, on interroge, on interpelle, on ne prend pas position. Voilà, donc on est ouvert maintenant à vos questions, bien évidemment qui restent dans le champ de notre, je dirais, thèse, et non pas dans à la fois le champ des activités, et des médias aujourd'hui, des actualités médiatiques, mais aussi de l'histoire profonde et puis des conflits qui, je dirais, ne donneraient pas lieu à des échanges constructifs aujourd'hui. Merci beaucoup.